Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un ESR mètre tout analogique, très fonctionnel, qui vous aidera à identifier les condensateurs mourants. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! L'autre jour, je consultais, dans un endroit non spécifié, ce magazine mensuel QST d'avril 2014 de l'ARRL, l'Association des radioamateurs américains, et je suis tombé sur cet article écrit par David L. Shute, radioamateur KG4BZW. Le texte propose la construction d'un ESR mètre simple utilisant des amplis opérationnels et un galvanomètre. J'ai tout de suite pensé à vous, chers bidouilleurs, mais aussi à moi qui ne possède comme ESR mètre qu'un petit testeur chinois fournissant une valeur de ESR en même temps que la valeur de capacité. Mes autres testeurs de condensateurs ne fournissent pas la valeur de ESR. Le montage proposé peut, sous certaines conditions, être utilisé directement sur des condensateurs montés dans des circuits non alimentés, ce qui lui confère un certain avantage par rapport à d'autres testeurs. Quand on fait des recherches sur le marché, on se rend compte qu'il existe des testeurs de ESR sûrement performants, mais assez onéreux. J'étais curieux de voir la performance de ce petit circuit simple et pas très cher à réaliser si vous possédez du matériel récupéré. Je l'ai sans délai assemblé sur plaquette breadboard sans soudure et il fonctionne bien, ce petit circuit. C'est un appareil à affichage analogique qui donne une bonne idée de l'état du condensateur électrolytique et qui indique même s'il fuit sévèrement ou pire, s'il est en court-circuit. J'ai donc décidé de le construire de façon définitive sur une vraie plaquette PCB que j'ai conçue moi-même. Je vous propose donc, en 2 vidéos, de réaliser ce montage. J'entends déjà certains bidouilleurs qui disent « C'est quoi ça, l'ESR? » Bien, je vais tout de suite vous expliquer cela. Pour comprendre ce qu'est l'ESR, il faut regarder le modèle équivalent d'un condensateur réel. Alors, on a bien sûr notre condensateur idéal au centre qui produit une réactance capacitive. Ça, c'est la partie parfaite d'un condensateur. Le reste, ce sont des éléments imparfaits. Il y a bien sûr les broches et la construction interne du condensateur qui crée une inductance série équivalente. Celle-ci, dans le cas des condensateurs électrolytiques, là, on va la laisser tomber. On a aussi une résistance parallèle au condensateur, puisque le diélectrique n'étant pas parfait, il peut conduire un peu des courants continus, et donc c'est l'équivalent d'avoir une résistance en parallèle avec le condensateur. Et finalement, il y a notre résistance série équivalente. C'est bien sûr une résistance qui englobe les broches, mais surtout la construction interne à nouveau du diélectrique. Ce diélectrique, n'étant pas parfait, offre une certaine résistance au passage du courant, donc à l'accumulation et à la vidange des charges dans le diélectrique. Donc cette résistance est en série avec notre condensateur et notre ESR mètre va tenter de mesurer cette valeur ainsi que RP. Donc je m'en viens ici à droite, c'est ce qu'on garde comme modèle, on va oublier l'inductance. Notre ESR mètre veut mesurer la résistance série équivalente et la résistance parallèle dans le cas extrême où il y a fuite de courant, donc du courant continu pourrait passer ici, et même dans le pire des cas, carrément un court-circuit du diélectrique. Alors c'est donc dire que le fabricant a comme objectif de faire tendre la résistance série équivalente vers 0, comme si on arrivait à un condensateur parfait, et la résistance parallèle à l'infini. On aurait un condensateur parfait, ce qui n'est pas le cas bien sûr dans la vie de tous les jours. Alors, la valeur de ESR est fournie par le fabricant. Évidemment, c'est bien beau quand c'est neuf. Mais il y a des gradations, on va dire d'évaporation ou en tout cas de séchage de l'électrolyte dans notre condensateur électrolytique, ce qui va causer une augmentation du ESR. Et si le ESR augmente, bien, notre condensateur est de moins en moins parfait. Il y a un élément ici qui va limiter le passage libre du courant. Et cette augmentation de ESR peut être due tout simplement à l'âge
du condensateur. Plus un condensateur est âgé, même s'il demeure sur une tablette tout ce temps, bien, plus les risques sont qu'il va y avoir séchage de l'électrolyte. Et donc, le SR va augmenter. Son usage aussi, plus il est utilisé et plus il aura tendance à sécher. La température est un facteur aussi. Plus la température est élevée, plus il y a risque d'évaporation, en tout cas de séchage de l'électrolyte. Et finalement, quel genre de travail on lui fait faire à ce condensateur? Quel genre de courant circule? Plus les courants sont élevés, même instantanés, et plus il y aura réchauffement de la pièce, puisque ce n'est pas une pièce parfaite. Et qui dit réchauffement dit forcément évaporation accélérée. Donc ça, c'est la dégradation. Maintenant, comment savoir ce que devrait être la valeur du ESR sur un condensateur électrolytique? Bien, il faut se référer à la fiche technique du dit condensateur. Il n'y a pas de règle d'or, il n'y a pas de valeur maximale applicable en tout temps. Ça n'existe pas. Chaque condensateur, chaque fabricant, chaque modèle aura ses valeurs de ESR possibles. Et donc, ce n'est pas possible d'arriver avec une table de ESR, une espèce de table universelle imprimée sur le testeur lui-même. Ce n'est qu'une vague indication de ce que pourrait être le ESR. Ces tables-là, en général, spécifient le ESR pour une valeur de capacité et une valeur de tension maximale du condensateur. Mais on sait que tout ça, là, très difficile de s'y fier. Bien sûr, si la valeur du ESR est des dizaines d'ohms, c'est clair que le condensateur est en trouble. Là. Mais il ne faut pas se fier uniquement à ce genre de table. D'accord? Il faut vraiment se référer à la fiche technique. C'est le message principal de ce panneau. Et finalement, à quelle fréquence doit-on mesurer le ESR? Alors, on ne le mesure pas en CC, évidemment, on ne pourrait pas mesurer, il n'y aurait pas de courant qui passerait. Mais à quelle fréquence en CA on doit mesurer? Bien, on doit mesurer à une fréquence suffisamment élevée pour que la réactance capacitive, le XC, soit très petit en comparaison au ESR qu'on essaie de mesurer. Et dans le cas des capacités électrolytiques, donc plus grand que 1 microfarad, ben 100 kHz, c'est pas mal la fréquence standardisée sur le marché. Et notre testeur utilise justement une fréquence 100 kHz. Encore une fois, le but étant de rendre la valeur de la réactance négligeable. À ce moment-là, ben, on n'a qu'à mesurer le ESR. Notre testeur, vous allez le voir, va aussi être capable de mesurer la résistance parallèle. S'il y a passage de courant CC, notre testeur va le détecter. S'il y a passage de courant CC, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une résistance parallèle suffisamment basse pour carrément contourner le condensateur. Et ça, vraiment, on est en mode défaillance sévère à ce moment-là. Par contre, lorsque le ESR, lui, se détériore, cette valeur augmente ici. Éventuellement, on n'obtient qu'une résistance, et même cette résistance peut être très élevée lorsqu'il y a séchage quasi complet. Et notre capacité, bien, elle devient très, très basse dans l'ordre des picofarads. Donc, on oublie à ce moment-là que c'est un condensateur. Ça devient soit un circuit ouvert ou soit une résistance très, très élevée. Alors, deux modes de défaillance différents, mais notre testeur va permettre quand même de les différencier. Voici donc le schéma électrique du ESR mètre de l'ARRL de KG4BZW. J'y ai apporté quelques légères modifications. Mais sinon, c'est pas mal intégralement ce qu'ils ont fait. Ça fonctionne bien. Et tout se passe de gauche à droite. Alors, on commence à gauche tout simplement. On a un oscillateur de 100 kHz. C'est un oscillateur RC utilisant un ampli opérationnel. C'est probablement l'oscillateur le plus courant que vous pouvez trouver. Si vous tapez Op Amp Oscillator, c'est le premier schéma qu'on va vous montrer. C'est celui de cet oscillateur. Et il y a même des sites en ligne pour calculer la fréquence d'oscillation en fonction des composants ici. C'est ceux-ci qui déterminent la fréquence d'oscillation. Et ce circuit a du gain quand même. Il y a un gain appréciable là, de 5, ce qui fait qu'on obtient une onde carrée en sortie. Cette onde carrée en sortie, elle est décalée du côté positif d'alimentation à l'aide de ce transistor. Et donc, on n'a qu'une fraction de l'amplitude qui arrive ici. Ce qu'on a ici, c'est un pont résistif. Vous voyez, là, ça se divise en deux, les deux vont à la masse. C'est donc deux diviseurs résistifs identiques et on prendra soin de choisir ces résistances pour qu'elles soient du même lot autant que possible. Sinon, on peut prendre des résistances de bien meilleure qualité, là, de 0,1% ou 1%, mais s'assurer en tout cas au minimum qu'elles viennent du même lot.
pour que les valeurs soient assez rapprochées les unes des autres. Même chose pour celle-ci. Alors, ça nous permet de trouver un équilibre et donc les courants seront égaux ici. L'onde carrée ou semi-carrée va passer également vers la masse. Et dans cet état, oublions les sondes pour l'instant, considérons qu'elles sont ouvertes, bien, on aura une différence de potentiel qui sera 0 ici sur l'ampli opérationnel, qui lui est un amplificateur différentiel. Il va amplifier la différence entre les deux broches. Donc, je vous mentionnais, lorsque le circuit n'est pas soumis à rien sur ces sondes, les courants sont égaux, les tensions sont donc égales ici, et la tension en alternatif ici, elle est de 0. Il ne sort strictement rien, ou en tout cas, c'est dans le bruit et le circuit ne répond pas à cela. Lorsqu'on applique les sondes sur un condensateur, on va venir mettre le condensateur en parallèle avec résistance R7 ici. Et ça va débalancer notre pont résistif. Ça va donc abaisser cette tension ici, sur l'électrode négative. Et donc, puisqu'ici, ça sera une tension plus basse qu'ici, il y aura augmentation de la sortie ici. On parle ici d'un signal alternatif qui va passer. Cet effet en parallèle est dans le domaine du courant alternatif. Si par contre, le condensateur en question est fuyant et que la résistance RP conduit, il y aura aussi une composante CC qui va venir être appliquée ici. Et c'est cette composante CC que ce circuit ici détecte. La composante CC va finir par polariser ce transistor et la LED ici va s'allumer. Et plus la composante CC sera grande, plus elle va s'allumer avec une grande intensité. Donc, ça, c'est la partie détection de fuite, ou de court-circuit même, à la limite. Mais sinon, il n'y a pas de composant CC, mais il y a vraiment un signal CA qui arrive ici. Et donc, la résistance série équivalente, en série avec le condensateur, qui lui est considéré parfait là, dans notre circuit, c'est cette résistance qui vient débalancer en courant alternatif. Donc, on produira une onde alternative ici, dont l'amplitude sera d'autant plus grande que la valeur du ESR sera faible. Donc, à la limite, là, on mettra un court-circuit ici, parce que le condensateur est absolument parfait en CA. Donc, sa réactance capacitive est 0 et il n'y a pas de ESR. À ce moment-là, on aura l'amplitude maximale ici. Et bien sûr, au fur et à mesure que la résistance ESR augmente, ben, la lecture ici va diminuer. Et donc, on aura une échelle qui sera inverse. Lorsque le condensateur est parfait, du point de vue de son ESR, il y aura déflexion totale sur le mouvement, donc le galvanomètre. Et à circuit ouvert, donc dans le cas d'un condensateur dont l'ESR est extrêmement élevé, ou même si on ne touche rien avec les sondes, ben, il n'y aura aucune déflexion. Alors, c'est comme ça que le circuit fonctionne, c'est simple. Et par la suite, ce signal alternatif, on va le redresser avec un ampli-up et une diode, un N4148, qui est un simple redresseur. Pourquoi on appelle ça un redresseur idéal? C'est que la chute de tension à travers la résistance est compensée par la boucle, ici, de contre-réaction sur l'ampli opérationnel. Et donc, on n'aura aucune chute de tension à travers la diode. C'est pour ça qu'on appelle un redresseur idéal. Et il y aura filtrage, bien sûr, et c'est cette tension qui est envoyée sur le galvanomètre à travers un rhéostat variable, une résistance variable, pour ajuster la pleine déflexion lorsqu'on touche les deux électrodes ensemble. Dans le cas, évidemment, on parlerait ici d'un cas parfait, alors on va amener pleine déflexion lorsqu'on touche. C'est l'étalonnage qu'on fait avant de faire notre mesure. La diode ici, je ne suis pas certain, l'auteur n'en parle pas, mais je vois deux possibilités de son usage. La première, c'est bien sûr la protection du galvanomètre, et puisqu'on travaille avec des tensions symétriques ici, on va voir ça tantôt, ben, c'est pour protéger d'un mouvement en sens inverse. L'autre possibilité, c'est pour induire une non-linéarité sur les échelles, de sorte que à pleine échelle, lorsqu'on a un condensateur qui a un ESR très bas, on a un grand étalement des graduations, mais au fur et à mesure qu'on monte dans l'ESR, les graduations se compriment et c'est probablement le but de cette diode ici. Bon, finalement, on a la partie alimentation.
c'est une alimentation symétrique, plus et moins 4,5 volts, produite à l'aide d'une pile 9 volts qui passe à travers un interrupteur pour éteindre le tout. Courant estimé en passant sur la pile environ 20 mA, ce qui permettra plusieurs heures d'utilisation du circuit. Alors, on a une LED, Power On-Off, une LED qui indique que le système est sous tension. Et on a finalement un diviseur résistif entre la branche positive et négative de la pile 9 volts, ce qui produit une tension ici, 4,5 volts, plus 4,5 volts, donc à mi-chemin par rapport à l'électrode négative ici. Mais la beauté de cette chose, c'est que ce point central, à l'aide de l'ampli opérationnel, vient fixer notre mise à la masse, notre masse ici, fixée à l'aide de l'ampli opérationnel. Et donc, on aura un circuit de plus 4,5 volts et moins 4,5 volts par rapport à la sortie de l'ampli opérationnel ici. Et puisque le courant est constant ici, ben, ça sera toujours à mi-chemin ce point-ci. Et donc, c'est notre point de référence qu'on applique partout dans le circuit. Alors, c'est un petit truc bien facile. Bien sûr, ça suppose que notre pile est flottante et que notre circuit tout entier est flottant, qu'il n'y a pas de conflit à nulle part avec des signaux extérieurs. Donc, on veut que l'ensemble soit flottant puisqu'on applique nos sondes dans un circuit qui pourrait, lui, toujours être mis à la masse. Il faut que l'ensemble soit flottant. Nos sondes ici, ben, il y en a une des deux sondes qui est justement à la masse. Donc, il faut absolument utiliser une alimentation flottante si on ne veut pas avoir de surprise quand on vient sonder dans un circuit. On parle d'un circuit éteint, pas sous alimentation, bien sûr. Et les deux diodes ici, je ne l'ai pas mentionné, ce sont des diodes de protection tout simplement pour éviter qu'il y ait une tension d'induite dans notre circuit qui pourrait cramer le circuit, là, essentiellement. Donc, c'est à peu près cela pour notre circuit, assez simple. Par contre, au niveau de l'assemblage, il y a quelque chose comme une vingtaine de résistances. Il y a quand même beaucoup de nœuds à brancher dans le circuit et je deviens de plus en plus paresseux. Alors, je vais faire fabriquer une plaquette PCB. Bien sûr, je vais faire la conception et je vais envoyer ça pour fabrication. Je vais faire l'assemblage moi-même à la maison, bien sûr. Alors, la suite, ce sera dans la deuxième vidéo, mais je vais quand même vous donner un aperçu du fonctionnement. Je vais vous montrer le circuit que j'ai monté, bien sûr, sur une plaquette sans soudure, une plaquette breadboard, et en voici une démonstration rapide. Alors voilà, j'ai implémenté le circuit sur une plaquette prototype sans soudure, un bon breadboard blanc. Je n'ai pas fait le circuit pour qu'il soit beau à l'œil, je l'ai fait pour qu'il soit fonctionnel. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de composants. Et ça a l'air pas très beau à voir, mais ça fonctionne bien. J'ai refait l'étalonnage sur un mouvement d'Arsonval. Celui-ci, c'est un mouvement de 50 microampères. J'en parlerai dans la deuxième vidéo de la série. Alors, pour vous faire une petite démonstration rapide, j'ai testé ces deux condensateurs d'exactement la même série, même marque, même série, probablement du même lot aussi, avec un testeur LC bleu comme celui-ci. Les deux me donnent environ 22 microfarades. Parfait. Alors maintenant, je vais tester avec le ESR mètre. Alors le premier, je le connecte bien sûr, j'essaie de respecter les polarités, bien que la tension CC là, appliquée est très faible. Alors voilà, on a une lecture très basse de beaucoup moins que 1 ohm sur le ESR. Donc ce condensateur est clairement en bon ordre. Maintenant, je transfère sur l'autre condensateur, celui-ci, et je vais faire le même exercice. Je vous rappelle que les deux indiquent 22 microfarades sur un testeur de capacité. L'aiguille ne monte même pas. OK? Même pas. On est de l'ordre de plus que 40-50 ohms, peut-être même plus que cela. Donc, même série, même modèle, même lot, et il y en a un qui est complètement échoué, donc séché, alors que l'autre fonctionne encore très bien. Pour vous montrer qu'il y a quand même une plage d'opération, j'en prends un autre ici, c'est un 0,47 microfarad, 63 volts. OK, alors c'est pas très élevé là, comme capacité, donc je ne m'attends pas à avoir une lecture très basse, mais quand même, moins de 2 ohms de ESR, pour un condensateur qui est visiblement là, des années 70, fort probablement des années 70, il s'est donc très bien conservé.
Alors tout ça, ce n'est que pour vous donner un avant-goût. Je vais assembler le tout avec une vraie plaquette que je fais fabriquer, mais le circuit fonctionne très très bien, je vous le confirme. Vous le savez, quand on se met à réfléchir sur un projet, on peut partir sur une tangente d'exagération, d'inflation. Je pourrais moderniser le circuit en ajoutant, par exemple, un microcontrôleur et un affichage, mais le but visé, ici, c'est la réalisation d'un instrument tout analogique, fonctionnel et sans logiciel. D'ailleurs, son circuit d'alimentation symétrique est si simple tel quel, et il faudrait complètement le réviser pour pouvoir supporter un microcontrôleur et un affichage. Alors, à vous de l'améliorer, ce circuit, si le cœur vous en dit. J'aurais dû le mentionner plus tôt. L'amplitude du signal généré sur les deux sondes qu'on utilise pour tester, c'est d'environ 100 mV crête-crête, ce qui est insuffisant pour actionner des semi-conducteurs qui seraient localisés à proximité du condensateur testé en circuit. Il reste quand même que des résistances en circuit pourraient perturber la mesure de l'ESR. En cas de doute, il est préférable de retirer le condensateur du circuit avant de le tester. Finalement, une petite note sur les droits d'auteur. J'ai reçu l'autorisation de l'ARRL pour vous montrer la publication originale telle que je l'ai fait en introduction. Mais je ne suis pas autorisé à distribuer l'article, par contre. Si vous tenez à en obtenir une copie, vous pouvez en faire la demande par courriel à l'ARRL. Plus de détails dans la description ci-dessous. Alors voilà pour la première vidéo de cette série. J'ai déjà commandé le PCB et je vous le montrerai tout assemblé et fonctionnel dans la deuxième vidéo. Je vais aussi intégrer le tout dans un boîtier. Je vais vous montrer comment procéder pour l'étalonnage du galvanomètre et je ferai des essais plus poussés avec toute une série de condensateurs électrolytiques. Demeurez donc à l'écoute et abonnez-vous pour ne rien manquer de la chaîne Électrobidouilleur. Et si vous aimez ce genre de vidéo, un pouce serait bien apprécié. Merci et à la prochaine!